Bonjour, ici Monique Gravel, chef de la direction de gestion de placement Claret. Cette vidéo fait partie d'une série que nous avons créée à l'intention des clients de Claret pour présenter un survol des marchés en 2020 et donner un aperçu de la façon dont nous voyons l'avenir en 2021 et par la suite. Dans cette vidéo, j'anime une table ronde à laquelle participent les associés de Claret, Alain Chung, William Kovalchuk et Jean-Paul Giacometti, qui se réunissent ici pour répondre aux questions qui vous préoccupent le plus, vous, nos clients. Ainsi, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet avec Alain Chung, président du conseil et chef de la direction des placements Claret. Alain, pouvez-vous répondre à la question que nombreux clients nous ont posée? Quelle est la stratégie de Claret? Comment avons-nous tiré notre épingle du jeu en 2020 et que ferons-nous autrement en 2021? Merci Monique. En gardant toujours une perspective à long terme, on peut voir la pandémie comme un moment décisif qui changera le monde à jamais, de la façon dont les gens interagissent entre eux à la façon dont les entreprises perçoivent la productivité de leurs employés. Par contre, en ce qui concerne la composition du portefeuille et la stratégie à long terme, il n'y aura pas beaucoup de changements d'envergure. L'objectif final est de essayer de trouver des entreprises qui possèdent un avantage compétitif sur le marché qui leur permet d'atteindre une rentabilité élevée et les acheter lorsque le prix devient raisonnable. Qu'est-ce que vous recherchez dans votre analyse? Une stratégie commerciale bien définie et ciblée, des entreprises qui améliorent continuellement leurs produits et leurs offres de services, des entreprises qui possèdent un pouvoir d'augmentation des prix, les fournisseurs de biens et services essentiels fondamentaux pour les secteurs en croissance et surtout des entreprises dites de structure légère. Je m'explique. Les entreprises qui doivent investir massivement dans des équipements et des usines n'ont pas une structure légère. En revanche, les entreprises fondées, par exemple, sur la propriété intellectuelle, qui est considérée comme un actif intangible, sont de structure légère. Une autre question a été posée par un de nos clients et amis de longue date concernant notre changement d'avis sur les entreprises technologiques. Pourquoi ce changement d'avis? À vrai dire, nous tentons toujours d'éviter des entreprises qui opèrent dans des secteurs que nous avons du mal à comprendre. Cela dit, ça fait maintenant plus de 20 ans que nous suivons l'évolution de l'industrie de la haute technologie. Au fil des temps, on s'est rendu compte que certaines de ces entreprises, autrefois dites entreprises technologiques, sont en fait désormais devenues des entreprises centrées sur le consommateur. Elles font des profits lorsque les consommateurs dépensent leur argent, et bien que le processus de création de revenus de profits soit légèrement différent de celui des entreprises traditionnelles, au final, il compte sur le fait que les consommateurs payent directement ou indirectement sur les biens et services qu'ils reçoivent. Pouvez-vous nous donner des exemples? Bien sûr. Prenons par exemple Amazon. C'était tout d'abord un magasin en ligne de livres. Puis, ils ont découvert à travers les sondages auprès de leurs clients qu'ils peuvent vendre d'autres produits. Et par la suite, ils se sont rendus compte que d'autres marchands paieraient un frais pour vendre leurs produits sur leur site. Et puis, ils ont ajouté d'autres services comme la livraison, la gestion d'inventaire, pour faciliter la vie des marchands et le tout moyennant des frais, bien sûr. Vous voyez, c'est très centralisé sur le désir de dépenser des consommateurs. D'autres exemples seraient une compagnie comme Google ou Facebook. Ils collectent des données des utilisateurs comme vous et moi lorsque nous faisons de la recherche sur le web. Ensuite, moyennant des frais, bien sûr, ils permettent aux entreprises de faire de la publicité ciblée. Un autre exemple serait Microsoft. Elle vendait les logiciels auparavant et vous étiez obligé d'acheter la nouvelle version lorsque l'entreprise faisait des mises à jour. Aujourd'hui, elle vend les abonnements mensuels sur ces mêmes logiciels. Vous n'avez plus besoin d'acheter la nouvelle version, mais vous n'êtes plus le propriétaire du logiciel non plus. En quelque sorte, vous louez les logiciels et vous n'avez pas un mot à dire sur le loyer. Et Dieu sait que c'est pénible et compliqué de changer de logiciel lorsque ça va mal.
Apple, c'en est un autre exemple. Pour les clients et utilisateurs des produits Apple, c'est une religion. Lorsque la compagnie détient son propre écosystème où ses utilisateurs peuvent acheter autant de biens et de services qu'ils le souhaitent sans quitter sa plateforme. Et pour tous les dollars que les utilisateurs dépensent, Apple aurait sa cote-part directement ou indirectement. Alors, ce n'est pas directement un changement d'avis. Pas vraiment. Au fur et à mesure que nous comprenions mieux les vecteurs de profit de ces compagnies, nous avons ajouté ces placements dans nos portefeuilles. Mais je tiens quand même à préciser que nous continuons toujours d'éviter les entreprises innovatrices qui ne sont pas encore profitables, peut-être qu'ils ne le seront jamais, ou encore, elles sont profitables, mais le prix des actions se transige aux stratosphères. C'est très à la mode par les temps qui courent. On ne parle plus de multiples sur des profits, mais des multiples sur les ventes. Bien des fois, il n'y en a même pas de vente. Ça me rappelle un peu les années 99-2000. On nous a demandé aussi pourquoi nous n'investissons pas davantage dans les entreprises de la nouvelle économie qui ont alimenté ce marché au cours des dernières années. Est-ce vrai? Pour ceux qui se rappellent de la bulle d'Internet, on nous avait posé la même question à l'époque. La réponse tourne toujours au niveau du prix de la valeur. Mon héros Warren Buffett a écrit « Le prix, c'est ce que vous payez, la valeur, c'est ce que vous obtenez. » Que préfériez-vous, le prix ou la valeur? On pense toujours que la démarche axée sur la valeur représente la meilleure stratégie de placement à long terme. Sauf que nous définissons la valeur différemment de ce que vous lisez dans les journaux, surtout les journaux financiers. Pour nous, il ne s'agit pas simplement d'un calcul de certains ratios comme cours-bénéfice ou cours-valeur comptable ou même un rendement en dividendes élevé. Alors, comment vous définissez le concept de valeur chez Claret? Il s'agit plutôt de ce que vous obtenez pour ce que vous payez. Il y a un débat à plus en finir sur le concept de valeur par rapport à celui de la croissance. Pour nous, la valeur et la croissance sont intimement liées. Investir, c'est rechercher une valeur qui, à notre avis, dépasse le prix que nous payons. C'est pour ça que la croissance est toujours un élément à considérer dans le calcul de la valeur. En passant, la définition de valeur a aussi évolué beaucoup avec les changements structurels des économies, en plus des changements des standards comptables. Les équipements et les usines étaient autrefois des actifs les plus importants d'une entreprise. Aujourd'hui, les actifs comme propriété intellectuelle, les relations avec les clients, le développement, la recherche, tout ça devient des actifs importants dans les entreprises de soins de santé, dans des sociétés de logiciels et bien d'autres, y compris les entreprises manufacturières. Ces actifs, parfois, ne paraissent pas en chiffres au bilan. Pour revenir à votre question sur la nouvelle économie, la réponse à cette question est donc, lorsque les prix sont bons, nous investissons dans des entreprises rentables, qu'elles soient ou non dans des entreprises de la nouvelle économie. Mettons Bill sur la sellette pour la prochaine série de questions. William Bill Kovalchuk, pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré, est le président et un gestionnaire de portefeuille chez Claret. Bill, vous avez cofondé Claret il y a 25 ans. Vous avez été le premier employé de Claret en 1996. Comment la démarche de placement axée sur la valeur a-t-elle évolué au fil des ans? Merci, Monique. Au bout de compte, lorsque vous analysez une entreprise, vous voulez savoir 3 choses. Tout d'abord, combien d'argent il faut pour lancer l'entreprise. Ensuite, combien d'argent l'entreprise va-t-elle dégager chaque année? Et enfin, combien d'argent devez-vous réinvestir dans l'entreprise pour qu'elle continue à fonctionner? Le concept de la valeur fondamentale n'a pas changé. Les entreprises ont une valeur intrinsèque. Le principe est simple. Quand le cours des actions descend plus bas que la valeur intrinsèque, on l'achète. Et quand le prix des actions est supérieur à la valeur, on les vend. Les investissements basés sur le concept de valeur étaient développés dans les années 30 par Benjamin Graham, après la révolution industrielle. Il était basé sur des actifs tangibles, tels que des nouveaux secteurs à l'époque de consommation, des banques, des assureurs, des meubles, l'apparition des différents appareils électriques et même les épiceries.
Par conséquent, la valeur comptable est devenue la meilleure méthode pour faire des comparaisons. Le concept d'analyse de la valeur fondamentale est né lorsque les activités commerciales des entreprises étaient limitées à l'intérieur du pays seulement. C'est pourquoi deux entreprises au nom du Merck, une publique aux États-Unis et une en Allemagne, sont complètement différents l'une de l'autre. Aujourd'hui, des secteurs totalement nouveaux ont été créés, comme la biotechnologie, les communications, l'eau technologie, les ordinateurs, les logiciels, les modems, etc. Présentement, les entreprises ont des échanges avec toute la planète. Les gouvernements sont en compétition pour obtenir l'argent des impôts sur les sociétés. Pour répondre à votre question, le concept des placements axés sur la valeur et l'idée de la valeur intrinsique, on peut dire que plus ça change, plus c'est pareil. Alors, l'idée que le placement axé sur la valeur est-il mort et enterré? Comme j'ai déjà mentionné, le placement axé sur la valeur traditionnelle consiste à acheter une entreprise à un prix inférieur à sa valeur intrinsique et conserver une marge de sécurité, une marge d'erreur si les choses tournent mal. Chez Claret, nous aimons les entreprises qui passent des tests de solvabilité et qui ont un flux de trésorerie libre et des marges brutes stables. Nous pensons que le flux de trésorerie libre est extrêmement important parce qu'il prouve que le modèle d'affaires fonctionne. Autrement dit, aucun financement additionnel est nécessaire pour continuer ces activités. Une compagnie existe quand vous avez un flux de trésorerie libre. Si votre entreprise ne génère pas de flux de trésorerie libre, vous serez obligé d'injecter des liquidités constamment. Et tout ce que vous ferez, c'est de brûler de cash. Si vous arrêtez d'injecter des liquidités dans cette entreprise, elle fera faillite et devrait être restructurée. Un exemple, c'est la compagnie WeWorks, WeCompany. Puis les placements axés sur la valeur ne sont pas morts, mais les entreprises qui ne produisent jamais de flux de trésorerie libre vont mourir. Est-ce que l'idée de la valeur et la croissance sont-elles des notions complètement différentes? Dans un monde idéal, nous voulons acheter une entreprise à un prix inférieur à sa valeur intrinsique qui a des caractéristiques de croissance. Historiquement, des bons exemples sont Dell et Paladin. Ces compagnies, à un moment donné, étaient dans une mauvaise situation, mais ils se sont rétablis et ont rebondi par la suite. Dell était privatisé et Paladin était racheté. Les compagnies de croissance ont des périodes difficiles quand ils ont des cibles impossibles à atteindre face à l'obsolescence des nouvelles technologies, des nouvelles politiques gouvernementales, des jeux de comptabilité ou la concurrence. Le prix de l'action, normalement, va chuter de façon spectaculaire. Une fois qu'elles ont chuté et se sont stabilisées, certaines peuvent devenir des très bons choix pour des investisseurs axés sur la valeur. Les entreprises bien connues qui représentent cet exemple de valeur et croissance et valeur sont Coke, Microsoft, Intel, Cisco, Tractor Supply Company et la plupart des grandes entreprises pharmaceutiques qui existent depuis longtemps. Les marchés regardent toujours vers l'avenir. Du point de vue d'un placement axé vers la valeur, le cours d'une action est égal au flux de trésorerie futur d'une entreprise escompté dans le temps. L'annonce de la mort du placement axé sur la valeur est tout à fait exagérée. Je voudrais maintenant poser une question à notre associé principal, Jean-Paul Giacomelli. Plusieurs clients ont posé des questions macroéconomiques, dont les taux d'intérêt, croissance économique, marché boursier. Que dit votre boule de cristal? Eh bien, Monique, notre boule de cristal nous dit beaucoup de choses. Elle nous donne des belles images, en fait, mais faire des prévisions, c'est un peu un jeu. Okay? Même certains vont appeler ça un exercice futile. Qui sait ce qui va se passer dans 20 ans d'aujourd'hui, même 5 ans, avec toutes les variables, avec ce qui se passe. Vous pouvez même avoir raison pour les mauvaises raisons. C'est presque impossible. Donc, jouer au jeu des prévisions, c'est difficile, mais je peux vous donner un truc qui va vous aider à avoir raison souvent quand vous faites des prévisions. Et quel est ce truc? Vous êtes mieux de faire beaucoup de prévisions. OK. Mais quels sont les facteurs qui peuvent influencer ce qui pourrait se passer dans le marché boursier?
Oui, il y a des facteurs qui sont très porteurs, qu'on appelle, donc qui aident le marché boursier. Entre autres, bien sûr, les taux d'intérêt à zéro, c'est très porteur. Vous avez des banques centrales qui injectent de l'argent, donc tout le monde a beaucoup plus d'argent partout qui circule. C'est bon pour le marché boursier. Et bien entendu aussi, des gouvernements qui dépensent et dépensent à n'en plus finir pour aussi stimuler. Tout ça, c'est bon, mais je dois vous dire que quand même, jusqu'à un certain degré. Que voulez-vous dire? Mais si vous poussez ça à la limite, puis vous avez tellement d'argent dans le système, l'argent éventuellement ne vaudra plus rien. OK? Si ça continue, puis il va en avoir tellement que ça ne vaudra plus rien. Oui, les banques centrales peuvent contrôler les taux d'intérêt à court terme. Donc, on peut garder les taux d'intérêt à court terme à zéro, mais peuvent-elles contrôler vraiment les taux d'intérêt à long terme indéfiniment? Vont-elles acheter des obligations jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus? C'est possible que dans le futur, les investisseurs demandent, suite aux dépenses, grandes dépenses des gouvernements et leur dette qui grandit, que les investisseurs demandent d'être récompensés par des taux d'intérêt plus élevés. Alors, est-ce que c'est prévisible, tout ça? Bien, ça va être facile d'expliquer après fait qu'est-ce qui s'est passé, comme d'habitude, très facile d'expliquer. Avant fait, plus sur les milliers, les dizaines de milliers d'analystes et d'économistes, oui, il y en a qui vont avoir raison, c'est certain. Le seul problème, c'est qu'on va savoir qui a eu raison après fait. Mais Claret se sert souvent des événements historiques pour expliquer le présent. À quoi peut-on comparer ce qui se passe aujourd'hui avec les faits historiques? Oui, bien on dit l'histoire, ça ne se répète pas, mais ça rime. Donc, on regarde des fois dans le passé pour comparer des situations qui sont peut-être un peu semblables. Puis nous, on a reculé jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Puis on remarque que dans les dernières années, le marché boursier, même en pleine guerre, le marché boursier monte, fait son petit bout de chemin. Oui, il y a de l'argent qui est injecté, un peu comme aujourd'hui. Les gouvernements dépensent, bien entendu, c'est la guerre. Et là, arrive la fin de la guerre, le marché boursier fait même encore un petit bout de chemin jusqu'en 1946, et là, on revient à la normale. Moins de dépenses, moins d'injection d'argent, suivi de 3 années moroses de marché boursier. Pas de grosses corrections, mais rien d'excitant. Aujourd'hui, vous avez un marché boursier, on est pendant la pandémie, qui monte, en tout cas, un bon bout de temps, ça monte. Puis après, le vaccin arrive, qui sait? Est-ce qu'on revient à la normale? Est-ce que les banques centrales arrêtent d'imprimer? Est-ce que les gouvernements décident de rebalancer leur budget? On verra bien, mais si c'est le cas, on pourrait avoir des années moins intéressantes. Alors, quelle est la façon de s'en sortir? Oui, c'est une bonne question. Peu importe la situation, nous, on croit que la façon de s'en sortir, c'est à travers une philosophie et une méthodologie qui a fait ses preuves à travers le temps. Bill en a parlé de plusieurs items. On peut revenir sur un item. On essaie de trouver des compagnies qui génèrent un free cash flow positif. Ça, en français, c'est un flux de trésorerie positif, libre. Et ces compagnies-là vont mieux faire dans des périodes difficiles. C'est ça qu'on veut, en fait, c'est essayer de survivre dans les périodes difficiles. Parce qu'il y a un dicton, pour vous donner une image, dans les périodes faciles, il y a un dicton qui dit, en finance, quand le vent souffle assez fort, même les dindes volent. C'est tout à fait vrai. On a déjà entendu celle-là. L'environnement est au centre de plusieurs conversations. Que faisons-nous chez Claret au sujet de l'environnement? L'environnement, c'est important. En fait, c'est le futur pour notre planète, etc. Quand on parle d'environnement, nous, on croit tout d'abord la meilleure façon d'agir pour aider l'environnement, c'est premièrement à travers les gestes. Okay? C'est la consommation. Qu'est-ce qu'on achète? Comment on achète? Et aussi, qu'est-ce qu'on fait quand on vit? Comment on vit? La deuxième façon, c'est à travers la législation. Si de bonnes lois sont passées, ça va être meilleur pour l'environnement. Ce que nous, après, on fait dans notre portefeuille, c'est qu'on suit les lois et on essaye de trouver le meilleur investissement possible. D'accord. Mais peut-on faire quelque chose dans nos portefeuilles? Oui, tout à fait. Vous pouvez, je voulais rajouter aussi que dans les portefeuilles, dans la gestion, on ne peut pas imposer nos valeurs. Donc, le client peut nous dire qu'est-ce que lui ou elle aimerait. Par exemple, il peut nous dire, je veux des restrictions quant au secteur, je n'aime pas le secteur pétrolier, pouvez-vous exclure tout investissement dans le pétrole? Le client ou la cliente peut aussi arriver et dire, moi, c'est des titres en particulier. Je n'aime pas cette compagnie, soit pour des raisons environnementales, des raisons humaines, des raisons sociales, peu importe de gouvernance. Pouvez-vous exclure ces compagnies de mes portefeuilles? Et ça, c'est tout à fait possible. Les différences pour chaque personne, c'est différent. Il n'y a pas 2 personnes qui ont les mêmes contraintes, donc on essaie de s'adapter. OK. Et quelle est l'autre méthode?
Mais l'autre méthode, c'est une méthode un peu plus passive, c'est-à-dire que là, on regarde, puis il existe une panoplie de fonds. Il y a des fonds, beaucoup de fonds qui traitent l'environnement, la gouvernance et tous ces systèmes-là. Des fois même, ils mélangent ensemble deux critères. Là, ils ont une méthodologie. Ils appliquent grosso modo cette méthodologie pour arriver à des choix de titres. Et vous, en tant qu'investisseur, vous devez être d'accord avec cette philosophie-là, mais vous n'avez pas un mot à dire et vous suivez la philosophie. Faut se rappeler que ces fonds sont créés beaucoup pour des raisons de marketing. Hein, ça se vend très, très bien. Donc, ça, c'est une des raisons pourquoi ça a été créé. Puis, il faut aussi surveiller les frais parce que dans certains cas, les frais d'administration, les frais de gestion peuvent être élevés 2 à 3 % plus haut. Avec le temps, c'est une solution qui existe, qui est là, mais c'est peut-être pas la solution optimale, mais elle existe. En parlant de fonds, j'aimerais ramener la conversation à Alain. Pourquoi Claret a-t-elle ajouté des fonds communs à sa répartition d'actifs dans les dernières quelques années? Comme toute chose, nos recherches évoluent. Ainsi, on s'est rendu compte dans nos analyses que bien qu'il existe une certaine corrélation entre la performance financière des entreprises et leur prix en bourse sur le long terme, la corrélation pourrait être beaucoup plus forte si vous changez la mesure dont vous utilisez pour mesurer la performance des profits. On s'est aussi rendu compte aujourd'hui que les investisseurs sont beaucoup plus affectés émotionnellement par des reportages sur les réseaux sociaux et autres moyens de communication connexes. Donc, la diversification des portefeuilles devient de plus en plus importante. Nous avons donc utilisé une démarche de placement disciplinée et rigoureuse pour créer plusieurs fonds communs pour permettre à nos gestionnaires de portefeuille de mieux adapter les actifs de leurs clients aux objectifs des placements particuliers de ces derniers, tout en évitant certaines erreurs mentales. Quels sont alors les avantages de ces fonds communs? Bon, premièrement, ils offrent une meilleure diversification lorsqu'un portefeuille est de plus petite taille. Deuxièmement, ils offrent l'accès à des catégories d'actifs moins liquides, mais avec un bien meilleur rendement potentiel à travers une diversification beaucoup plus importante. Le fonds de revenus Claret correspond à ce type de placement, de ce type de stratégie. Ils aident aussi les clients à éviter de se préoccuper sans cesse des titres individuels dans leur portefeuille et surtout, ils aident les clients et les gestionnaires de portefeuille à se concentrer sur le besoin et les objectifs plutôt que sur l'actualité et la volatilité. Vous savez, ces fonds communs sont le résultat de plus de 20 ans de recherche analytique et nous sommes convaincus de leur bonne performance à long terme. Vous pouvez demander à votre gestionnaire de portefeuille de vous parler des analyses que nous avons faites ainsi que les données qui sous-tendent nos recherches. Je suis persuadé que vous comprendrez, comme nous, le potentiel de leur performance à long terme. Mais permettez-moi de mettre l'emphase sur un point très unique à propos de nos fonds. Nous les avons conçus spécifiquement pour nos clients. Il n'y a pas de frais de gestion supplémentaires, pas de frais d'administration et pas de frais de vérification. Claret couvre tous ces frais parce que vous nous payez pour vous offrir la meilleure structure de placement. Pour les clients qui souhaitent toujours avoir leur portefeuille géré comme avant, rien n'a changé. Les fonds Claret ont été créés comme une alternative ou un complément à vos placements. Pouvez-vous nous donner un exemple d'un des fonds communs de Claret? Nous avons créé le fonds Claret de société de petite capitalisation pour tirer profit dans un marché qui est inefficace, surtout dans le monde des petites entreprises. Il y a beaucoup de caractéristiques qui sont uniques dans l'univers des sociétés à petite capitalisation et certaines sont propres au marché canadien. Par exemple? Premièrement, il y a un manque de liquidité dans ce marché, surtout en période de difficulté. Il n'est pas facile d'acheter et de vendre sans créer beaucoup de fluctuations de prix. Cependant, comme la volatilité est synonyme d'opportunité pour l'analyste bien informé, elle nous permet d'acheter des sociétés à des prix parfois bien inférieurs à leur valeur intrinsèque. Deuxièmement, au Canada, il existe de très grandes sociétés dans lesquelles la plupart des fonds sont investis, en particulier dans les portefeuilles institutionnels. Ensuite, il y a des petites capitalisations, trop petites pour que la communauté institutionnelle s'en préoccupe. Dans un sens, ça veut dire que les petites capitalisations ont tendance à être de temps en temps très sous-évaluées en raison de du manque de liquidité et de visibilité. Pour investir dans des petites capitalisations,
il faut une très bonne diversification pour que l'investisseur ne se concentre pas sur un placement en particulier. C'est pour ça qu'on a créé un fonds, c'est la meilleure structure pour profiter de ces occasions. Bill, Alain vient tout juste de mentionner le monde des sociétés à petite capitalisation et comment ces petites compagnies sont parfois moins liquides et donc sujets à plus de volatilité. Nous entendons sans cesse parler du terme volatilité. Vous étiez auparavant un teneur de marché de contrats d'options sur obligations sur le parquet de la bourse. Qui devait faire face à la volatilité, sans doute? Alors, la volatilité, c'est une bonne ou une mauvaise chose? La volatilité fait partie de tous les systèmes. Par définition, la volatilité est la capacité de quelque chose à changer rapidement et de manière soudaine, souvent pour le pire. Le contexte est habituellement négatif, malheureusement. Mais pensez à votre voiture, à votre moteur à essence. Vous comptez sur une explosion contrôlée d'essence qui est volatile pour créer la puissance nécessaire pour faire fonctionner votre véhicule. Dans ce cas, la volatilité est une bonne chose. En finance, la volatilité est représentée par la courbe de prix de l'action qui monte et descend rapidement sur votre écran. Et vous devez sûrement savoir que la volatilité et la liquidité sont toujours en sens opposé, comme le prix et le rendement des obligations. Peut-être c'est un peu trop technique. Tout comme des chiens et chats qui se n'aiment pas. Lorsque la volatilité est présente, la liquidité disparaît. Pensez à la crise financière russe en 1998, initiée par un défaut sur la dette. Il y a cependant deux aspects au mot crise, il y a le risque et l'opportunité. La Russie a créé la volatilité et la liquidité des obligations dans le monde entier a disparu. Plus près de nous, il n'y avait aucun marché pour les obligations des compagnies comme Molson's, Loblaw, Seagram's, qui étaient des sociétés solides et solvables. Personne ne voulait les acheter, n'importe quel prix, pas de liquidité. C'est là que l'opportunité se présente et c'est une bonne chose. Alors, les gens disent que les actifs privés, le capital investissement, le crédit privé, le capital de risque et même l'immobilier ont une faible volatilité et concluent donc qu'ils sont sûrs. Qu'en dites-vous? Le nombre de fois qu'on mesure quelque chose est étroitement lié à la volatilité. Prenons par exemple deux immeubles à bureaux identiques, un à côté de l'autre. Un des immeubles est coté en bourse et l'autre est privé. Quelle sera la volatilité de ces deux immeubles? Les actions de l'immeuble coté en bourse se transigent tous les jours et auraient une ligne de prix variable. L'immeuble privé pourrait faire une évaluation au 1er janvier et peut-être une autre évaluation au 31 décembre de la même année. Donc 2 points reliés dans le temps. Cet actif semble avoir une très faible volatilité. Est-il vraiment plus stable, sans risque et plus sûr? Pas du tout. D'un point de vue plus personnel, prenons par exemple votre maison, votre condo ou votre chalet et imaginez que nous plaçons un panneau devant le bâtiment montrant la variation de prix comme dans une station d'essence. La valeur de votre maison augmente et diminue en fonction des variations des taux d'intérêt, des périodes de récession, d'expansion et plusieurs autres variables. Les gens disent souvent que les actifs privés, comme des fonds de capital de risque, les fonds de capital investissement, immeubles, les infrastructures et certains fonds spéculatifs ne sont pas très volatiles. La question à se poser, qui mesure ces actifs et à quelle fréquence, en comparaison à des actifs cotés en bourse, comme les actions et les obligations qui sont transigées chaque jour et dont la liquidité est facilement accessible. Quand il y a une absence de mesure, ça ne veut pas dire qu'il y a une absence de volatilité. Bon, alors, ramenons la volatilité à Claret et au processus de placement. Comment cela fonctionne? Comme les gens savent déjà, nous sommes des investisseurs disciplinés, axés sur la valeur, et nous utilisons l'analyse fondamentale. On aime la solvabilité, les flux de trésorerie libres et les marges brutes. Comment ça traduit tous les jours dans le marché volatile? C'est comme la conduite en hiver. Les routes peuvent être agréables, enneigées, glacées et même fermées. Et la météo change sans préavis. C'est la volatilité. Chez Claret, on conduit avec des pneus d'hiver
un véhicule à 4 roues motrices et des pneus cloutés. Nous avons besoin de pneus d'hiver à solvabilité. Si une entreprise ne passe pas des tests de solvabilité, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Le flux de trésorerie libre présente nos 4 roues motrices. Nous pouvons aller n'importe où et traverser des conditions difficiles comme des récessions et des ralentissements économiques grâce à nos flux de trésorerie libres. Enfin, nous voulons des marges brutes stables, nos pneus cloutés, pour nous garder dans la bonne voie quand la route est glacée, quand la compétition augmente dans un secteur d'activité. Chez Claret, on pense que les opportunités égalent la somme des devoirs plus la volatilité. Il faut faire nos devoirs avant que la volatilité se présente, sinon une décision défensive sera prise qui sera mauvaise la plupart du temps. Si on fait nos devoirs d'avance, nous pourrons prendre avantage des opportunités. Ce qu'on détient, c'est le flux de trésorerie. Ce qui est mesuré, c'est le prix de l'action. Et ce qui nous donne l'opportunité, c'est la volatilité. Dans le domaine de placement, la volatilité est votre amie. Elle crée des occasions. C'est le rêve de tous les actionnaires axés sur la valeur. Jean-Paul, comment le thème de la volatilité cadre-t-il avec l'élaboration ou la structure d'un portefeuille pour ceux qui songent de prendre leur retraite, même d'ici 5 ans? Oui, mais Monique, la retraite, c'est pas la fin d'un portefeuille. En fait, la retraite, c'est une transition dans la vie de quelqu'un. OK? L'horizon de placement est encore long. Il reste 30, 40 ans d'utilisation du portefeuille, si vous voulez. Donc, quand on arrive dans cette période, pour plusieurs, il faut générer du revenu. Le revenu peut être généré par des intérêts, des dividendes et des gains en capitaux. C'est pas vraiment nécessaire de construire tout le portefeuille avec uniquement des instruments ou des investissements qui génèrent juste des intérêts ou des dividendes. OK, d'accord. Mais quelle serait l'allocation d'actifs optimale? Oui, bien, là, plusieurs utilisent des prévisions pour construire un portefeuille. Donc, il faut mettre des chiffres sur le taux d'intérêt, sur l'inflation, les dividendes, les gains, les rendements boursiers futurs. Bien, sur 10, 15, 20, 30 ans, je ne sais pas c'est quoi ces chiffres-là, ou je n'ai vraiment pas d'idée. C'est des prévisions. Donc, ce que nous, on a fait, on a pris une approche un peu différente. On a reculé dans le temps pour prendre des vrais chiffres. Il y a des périodes de 30 ans. Donc, 30, 40 ans donnent les mêmes résultats. On a commencé en 1914, c'est là qu'on peut commencer avec les vrais chiffres, jusqu'à 44, 15, 45. Toutes ces périodes, on les regarde individuellement avec leurs vrais résultats, leurs vrais chiffres. Le but, c'est pas de trouver une moyenne dans toutes ces prévisions-là, dans toutes ces périodes-là, parce que en moyenne, en investissement, des fois, c'est pas tellement utile parce que par définition, on se rend à la moyenne une fois sur 2. Donc, ça, c'est pas tellement bon. Ou une autre image, c'est que je peux vous dire, vous avez la tête dans le four et les pieds dans le congélateur. Bien, en moyenne, vous êtes bien, mais l'êtes-vous vraiment? Donc, le but, c'est de chercher la pire période pour voir comment faire pour vivre de ses épargnes pendant la pire. C'est pas qu'il n'y aura pas pire que celle-là, mais déjà, on vise bas. C'est plus facile, en bon français, de upgrader que de descendre. Et qu'en avez-vous tiré de votre analyse? Bien, on a tiré que... On en a conclu, on a constaté que plus il y a du revenu fixe, plus il y a d'obligations dans le portefeuille, moins la probabilité de réussir, plus la probabilité d'échouer, en fait, est élevée. Donc, on ne se rend pas jusqu'à la fin de la vie du portefeuille ou la fin de la vie de l'individu. Plus il y a des actions, par contre, plus les résultats sont meilleurs, plus on a de l'argent à la fin. Et ça, même en tenant compte que les retraits, on les indexe à l'inflation et on commence avec un retrait initial de 5 % du portefeuille. OK. Alors, est-ce que vous suggérez donc 100 % en équité? Oui, même si c'est la solution optimale, s'il y a beaucoup de gens qui n'aimeront pas ça pendant les périodes de crise, ça fait créer de la volatilité. Donc, même si je vous dis que c'est ça qui est le mieux à faire, puis vous avez 3 crises cardiaques en chemin, c'est pas bon. Donc, la portion de revenu fixe peut être ajoutée, rajoutée dans les portefeuilles pour générer du revenu. Il faut se rappeler, en conclusion, que la gestion de portefeuille, surtout aussi pour la retraite, c'est de maximiser le rendement puis de minimiser les nuits blanches. Merci Alain, Bill et JP. Et merci à vous, chez vous, de nous regarder. Nous espérons que cela a répondu aux questions qui vous préoccupaient. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous en faire part et nous y donnerons suite. Si vous regardez cette série dans l'ordre, je vais maintenant parler à Vincent Fournier,
qui fait, selon nous, encore partie de la génération montante, même si cela fait maintenant plus que 18 ans qu'il s'est joint à Claret comme gestionnaire de portefeuille. Nous parlerons un peu de fer et de stratégie de titres revenus fixes, puis il dirigera à son tour une discussion animée avec les gestionnaires de la génération montante. Nous espérons que vous resterez à l'écoute.